tous et bienvenue sur Batmanon prend son bouquin. Cet été, j'ai eu un appétit vraiment vorace de lecture. Oui, car on va se retrouver aujourd'hui pour parler du coup de toutes ces lectures que j'ai fait durant le mois de juillet et le mois d'août 2019. Donc, il y a 15 lectures qui vous attendent. Il y a du roman, de la BD, du manga. Bref, j'ai fait en quantité et varié. On commence par les romans, puis les BD, puis les mangas. J'ai commencé l'été en grande pompe avec une saga coup de cœur qui n'est autre que la trilogie du Turling. Mémorisez bien le nom de cette autrice, Erika Johansen, car vous risquez d'en entendre parler dans les mois et années à venir. Bon, cette trilogie était tellement dingue qu'évidemment je vais vous en faire un focus qui sera rempli de spoilers et on pourra débattre de si oui ou non ce moment-là a été vraiment indispensable, est-ce que ce personnage-là a bien fait, bref, une vidéo focus. Mais pour l'heure, je vais essayer de vous donner envie à vous qui ne connaissez pas cette trilogie de la lire. Déjà de base, moi le seul truc qui m'intéressait, c'est un peu dur à dire, c'est la couverture en fait. J'ai été happée par la couverture chez Gilbert Joseph. Le quatrième de couverture a rien de très original. On apprend qu'une jeune princesse a été cachée pendant 19 ans et que le jour de ses 19 ans, elle est censée reprendre son trône et que du coup la garde de la reine, donc c'est elle, la future reine, vienne la chercher pour la ramener à son royaume. Oui, Spiro, je sais. Bah oui, je sais que toi aussi tu veux parler. Elle doit donc reconquérir le trône qui lui revient de droit. Hélas, Kelsea, c'est son nom. À 19 ans, elle se sent pas du tout prête à gouverner un royaume. En plus, je vous raconte pas dans quel état elle le retrouve. Mais dès le début, elle va accomplir un acte d'un audace incroyable qui va plonger le royaume dans le chaos. Tu me diras, il pouvait peut-être pas tomber plus bas que là où il était. Autant vous dire que ça manque pas de rebondissement. Il va y avoir du combat, de la trahison, de la fureur, de la vengeance. Ça va parler de sujets comme l'amour, la haine, mais aussi l'esclavagisme, le communisme, le capitalisme, l'utopie. La trilogie est tellement dingue que j'ai lu le tome 1, que j'ai enchaîné avec le tome 2, que j'ai enchaîné avec le tome 3 et c'était vraiment très difficile de m'arrêter de lire. C'est déjà hyper bien écrit et surtout ce qui m'a plu c'est l'intelligence de l'univers dans lequel se passe cette trilogie. Parce qu'en fait ce royaume c'est chez nous mais dans le futur. Oui oui ça ressemble au Moyen-Âge mais en fait c'est le futur. Notre futur est assez régressif et ça m'a légèrement cloué le cul sur mon fauteuil au début lorsque j'ai enfin compris que mais attends, là en fait on est dans notre monde à nous, le vrai, le réel. Et c'est ça qui nous attend dans 1000 ans. Haha, mais c'est génial. J'ai pas eu un énorme coup de cœur pour le personnage principal, mais ça m'a pas empêché d'apprécier ma lecture parce que tous les personnages secondaires sont vraiment bien menés. Moi j'adore la garde, donc ces hommes qui vouent leur vie à protéger leur reine. Bref, j'ai vraiment hâte de vous tourner la vidéo focus pour vous en dire plus. Mais suivez bien cette saga, je sais qu'une adaptation au cinéma est bientôt prévue avec Emma Watson dans le rôle principal. Comme on le sait, Emma Watson, elle choisit pas ses rôles à l'arrache, donc je vous jure, lisez le bouquin avant la sortie des films. Vous ne serez pas déçus. J'ai ensuite lu Le temps est assassin de Michel Bussy. Oui, parce qu'un petit Michel Bussy pendant les vacances, ça fait toujours du bien. Clotilde, depuis qu'elle est toute petite, elle va en Corse pendant les vacances. Parce qu'il y a toute sa famille paternelle qui y vit et du coup elle y va un peu pour découvrir ses racines. Hélas, en 1994, elle va vivre une tragédie, un énorme accident de voiture qui va lui faire perdre sa maman, son papa et son grand frère. Nous sommes en 2016, Clotilde revient pour la première fois sur les lieux du drame, accompagnée de son mari et de sa propre fille. Elle va dans le camping dans lequel elle allait toujours avec ses parents, mais là, tintintin, il y a une lettre qui l'attend en fait, et cette lettre est signée par sa mère. Voilà, vous avez le pitch, vous avez envie de le lire, c'est normal. J'ai trouvé la lecture hyper chouette, comme d'habitude avec un Michel Bussy, on est très vite embarqué dedans. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de lâcher le bouquin, moi je l'ai lu en 2 jours. Évidemment, encore une fois, avec un Michel Bussy, il y a plein de rebondissements, plein de personnages, on accuse des gens, mais non, mais oui, c'est peut-être lui, en fait, il se passe ci, il se passe ça. Bref, ça ne manque pas de rebondissements pour vous tenir en haleine. Michel Bussy m'a fait passer un très bon moment. Le seul petit reproche que j'ai à lui faire, c'est la fin que j'ai trouvé un peu tarabiscotée. J'adore être surprise. Là, j'ai fait « Ah putain, je pensais pas que c'était lui ou elle. » Mais pourquoi c'est lui ou elle, en fait? C'est la seule chose bizarre. Après, ceux qui l'ont lu, sans spoiler évidemment dans les commentaires, on échange et on voit si vous avez ressenti la même chose que moi. Après Michel Bussy, que j'avais lu trop rapidement, j'avais envie d'un pavé. Et il y a un pavé dans ma palle qui depuis quelques semaines me faisait de l'œil. Je l'ai repoussé jusqu'à mi-juillet et ça m'aura quand même pris 2 semaines pour lire La chute des géants de Ken Follett, qui n'est autre que le premier tome de la saga Le siècle, donc c'est une trilogie. La chute des géants, c'est simple, on est à la veille de la Première Guerre mondiale et on va suivre multiples personnages qui sont chacun
dans des pays différents d'Europe. À travers tous ces personnages qui viennent de tous les milieux, nous allons évidemment découvrir de multiples histoires de famille, entre des passions contrariées, des jeux d'alliances bizarres, des immigrations qui va les mener dans un camp ou dans l'autre. C'était vraiment une super lecture. En fait, il se passe tellement de choses que c'est hyper dur à vous résumer. Dites-vous juste qu'il y a plein de personnages et que leurs destins vont se retrouver mêlés les uns aux autres suite au conflit de la guerre. Ce bouquin m'a permis d'apprendre énormément de choses sur la Première Guerre mondiale et ce, dans tous les camps possibles. Exemple tout bête, je sais très peu ce qui s'est passé du côté des Russes pendant la Première Guerre mondiale, vu que la seule chose générale que l'on retient, c'est qu'ils ont dû arrêter la guerre pour cause de révolution sur leur terre. Là, on va suivre un personnage russe et du coup la révolution russe, avec Lénine et tout, et bah on est vraiment dedans. De plus, Ken Follett, je pense, n'a pas lésiné sur les recherches historiques pour ces détails, ce qui fait que à certains moments on a l'impression qu'on n'est plus du tout dans un roman mais vraiment dans un bouquin théorique d'histoire, et c'est pas pour me déplaire parce que ça permet vraiment de s'immerger à fond dans ce conflit, et ce, qu'importe dans quel camp on se trouve. Tous ces personnages du coup vont évidemment essayer de survivre face à cette période atroce de notre histoire. En gros, c'est en même temps une saga historique, mais il y a aussi des histoires d'amour, il y a aussi des histoires d'espionnage, il y a aussi des sortes de magouilles et des conflits d'intérêts. Donc même s'il fait plus de 1000 pages, c'est une bonne petite bricasse, et bien je vous jure, on s'ennuie pas du tout. Non, parce qu'en plus à l'intérieur c'est écrit tout petit. Et ce qui est super avec la saga Le Siècle, c'est qu'en fait le second tome, que j'ai déjà là-haut et qui m'attend, reprend la vie de ces personnages, donc pour le coup de leurs enfants, si je ne dis pas de bêtises, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et le troisième tome sera, je crois, sur la guerre du Vietnam avec les petits-enfants de ceux-ci. Du coup c'est vraiment des histoires de famille et j'ai vraiment hâte de voir ce qui va arriver à tous ces personnages qui, hélas, n'en ont vraiment pas fini avec la guerre. J'ai ensuite lu 13 minutes de Sarah Pinborough. Bon, pour ceux qui me suivent sur Facebook et Instagram, vous le savez déjà, mais on va pas se mentir, entre ce bouquin et moi, ça l'a pas fait. Mais alors, pas fait du tout. De 1, je lis plus tant que ça de young adulte, on va dire young adulte pure souche, parce que je commence à trouver que c'est tout le temps pareil et que j'en ai fait le tour. Mais là, j'étais happée, je trouvais le pitch sympa. C'est l'histoire d'une adolescente, Natacha, qui a 16 ans et qui, en fait, va mourir pendant 13 minutes. Elle va être tombée à l'eau, son cœur va s'arrêter et elle va revenir à la vie. Évidemment, on se demande pourquoi elle est tombée à l'eau, il semblerait qu'elle ait été poussée et la grande question est par qui. Je m'attendais à trouver des clichés adolescents. En fait, ce livre... moi j'ai trouvé que rien n'allait. La plume est vraiment pas dingue. Voilà, c'est une plume tout simple, basique. Les personnages sont fatigants au possible, mais ce sont que des esquisses de clichés d'adolescents. C'est-à-dire qu'on prend tous les clichés qui existent dans les films américains et vous les mettez là-dedans, et ben voilà, vous avez le garçon torturé qui fait de la guitare, la fille gothique qui forcément va très mal, la petite pétasse blonde qui est la reine du lycée, suivie de ses deux acolytes qui l'adorent mais la détestent. Enfin bref, y a rien d'original et en plus c'est malmené, c'est ça le pire, c'est qu'encore s'il y avait eu que des clichés, je vous dis je m'y attendais, mais l'histoire, ça n'a ni queue ni tête. De temps en temps il y a des personnages qui apparaissent pour révéler un indice phare au personnage principal. On sait pas qui sont ces personnages mais leur parole vaut de l'or, puis on les reverra plus jamais. Les dialogues sont pas ouf, l'intrigue est pas ouf et en plus... Le seul moment où j'ai commencé à me dire bon allez, là ça commence à être pas mal, bah c'est dans les 50 dernières pages. Parce qu'en fait il y a un twist quand même, et ce twist est hyper intéressant. Et en fait ce twist il aurait fallu le faire dès le début et le développer, parce que c'est ce côté là qu'on a envie de connaître de l'histoire. On s'en fout des histoires de gamins et qui en plus ne nourrissent en rien l'intrigue principale. C'est-à-dire qu'on suit des histoires à dessous, mais elles nourrissent même pas l'intrigue, elles donnent même pas d'indices, elles servent à pas grand chose à part à remplir des feuilles blanches. Donc désolé, 13 minutes et moi, ça ne l'a pas fait et je pense que ça ne le refera jamais. Du coup, après cette grosse déception livresque, je n'ai pas pris de risque, je suis allée vers mes lectures doudou de l'année. Ma saga doudou de l'année, c'est la saga des 7 sœurs. Je vous en ai déjà parlé avec les 2 premiers tomes. Les 7 sœurs racontent l'histoire donc de 7 frangines qui ont été adoptées par un riche milliardaire. Elles viennent donc chacune des 7 coins du monde, mais elles ne savent pas d'où. Et lorsque leur papa, donc ce riche milliardaire, décède, il leur laisse à chacune un indice pour enquêter un peu sur leurs origines. Mais alors là, le tome 3, il était encore mieux que les 2 précédents parce qu'on a suivi le personnage de Star. Star dans la fratrie, c'est un peu la frangine hyper effacée, hyper dans son coin, dans son monde, très timide, discrète. Moi, elle m'intriguait depuis le début. Le tome 3 nous raconte donc l'histoire de la sœur de l'ombre qui va nous mener
En Angleterre. Comme toujours dans cette saga, nous suivons donc en parallèle la vie de Star et en parallèle la vie de ses ancêtres. Et son ancêtre elle s'appelle Flora McNichol et était une amie de la grande autrice Beatrix Potter. Tous ceux qui comme moi ont lu les aventures de Jeannot Lapin étant petit savent qui est Beatrix Potter. J'ai beaucoup aimé ce tome. Déjà dès le début, je prends vraiment plaisir à lire cette saga qui n'a rien d'exceptionnel mais qui est vraiment toujours bien menée et avec laquelle on passe un super moment. C'est des bouquins qui, je pense, peuvent plaire à n'importe qui. Les personnages sont bien développés, il y a de l'intrigue, il y a un passé historique, il y a des histoires de famille, des histoires d'amour, des histoires politiques. Il y a vraiment plein de choses qui rentrent en jeu. De plus, Star se retrouve à travailler dans une librairie. Dans une librairie en plus comme on les aime, c'est-à-dire toute tordue, remplie de livres poussiéreux avec les escaliers qui craquent et un libraire totalement excentrique. C'est vraiment une lecture agréable, c'est doudou, ça fait du bien en fait à lire parce que on est dedans, on est à fond dedans, les personnages sont chouettes. Par contre, je tiens à dire, à la maison d'édition Charleston, Poche, c'est bien que vous soyez passé aux poches, c'est bien. Mais c'est quoi cette couverture digne d'un roman de mamie quoi? Sérieux, ça donne pas du tout envie d'acheter le bouquin, faites-nous des plus jolies couvertures s'il vous plaît, merci. Bon, maintenant arrêtez tout, parce que là on rentre dans le game. Là ça va peser dans le game, vraiment, car j'ai découvert une duologie de ouf. Dieu sait que j'en ai lu des sagas. Je parle bien sûr de la saga du Faiseur de rêves de Lenny Taylor. Oh, c'est horrible à quel point j'ai aimé cette lecture. J'aimerais être comme ça, ne plus jamais les lâcher. Je vous envie vous tous qui ne les avez pas lus et qui allez les découvrir. J'ai tellement aimé cette saga que pareil, je vous ai déjà écrit un focus, il me reste plus qu'à le tourner pour qu'on puisse vraiment en débattre. Néanmoins, ceux qui n'ont pas lu, voici en quelques mots de quoi parle du coup cette duologie qui est Le Faiseur de rêves. C'est l'histoire d'un jeune garçon abandonné, élevé par des prêtres et qui croit aux univers fantastiques, aux fées, au royaume et travaille dans une grande bibliothèque royale. Ce jeune garçon, il est un peu pris par tout le monde pour un illuminé. Et il y a surtout un univers qui le passionne, c'est une légende qui raconte qu'une ville, un jour, les dieux sont descendus dans cette ville et depuis le nom de cette ville a disparu. On appelle donc cette ville Désolation. Et donc il est passionné par tout ce qui touche à Désolation, il a lu énormément de livres, voilà, c'est un peu, c'est comme moi avec Harry Potter, quoi, c'est son truc. Parallèlement à l'histoire de ce jeune garçon, il y a un autre jeune garçon qui lui est le prince du royaume et qui est connu pour être un alchimiste très reconnu. Comme tous les alchimistes, il a un but précis qui lui est de transformer la pierre en or. Son père, le roi, le maltraite jusqu'à ce qu'il y arrive. Et la personne qui va l'aider, c'est justement ce petit garçon abandonné qui va lui donner la recette. Recette auquel personne n'aurait cru, vu que contrairement à lui, personne ne croit au conte de fées. Les années passent et deviennent tous les deux des jeunes hommes, mais là, une horde de combattants, issus tout droit de Désolation, arrive dans leur ville, annonce qu'ils cherchent à recruter les plus grands talents du royaume pour les aider à vaincre du coup, ce fameux mystère qui empêche la ville de Désolation de vivre. Là vous vous dites putain mais elle nous raconte tout, mais là en fait ce que je vous raconte, c'est ça. Voilà. Tout le reste là, je vous laisse la surprise. Cet orphelin, donc Laszlo, va avec le prince se retrouver, d'une manière ou d'une autre, à rejoindre ses guerriers et à aller vers Désolation. Aucun des guerriers ne veut leur dire ce qui s'y est passé. Personne ne veut leur dire quel est le véritable problème. Néanmoins, quand ils vont arriver, ça va leur sauter aux yeux. Et croyez-moi, il va en falloir de l'ingéniosité et du courage pour résoudre ce problème. Parallèlement à l'histoire donc de ces deux jeunes humains et à leur évolution, nous suivons celle de Sarai. Sarai, c'est pas n'importe qui parce qu'en fait c'est une enfant de dieux et de déesses. Oui, car les dieux et les déesses sont venus à Désolation. On sait que la cause du malheur de cette ville vient d'eux. Mais ils ont eu des enfants que les habitants appellent les rejetons des dieux et qui ont disparu. Hélas non, en fait ils n'ont pas disparu, ils ne sont plus que 5. Et ils vivent quelque part dans Désolation. C'est très dur pour moi parce qu'il faut, si je vous dis où ils vivent, ça vous spoil plein de choses, mais bref, ils sont là et ils ont chacun des pouvoirs magiques particuliers et celui de Sarai est de s'insinuer dans les rêves des gens. Évidemment, vous vous doutez bien que Laszlo, le jeune prince, Sarai, les guerriers, tout ce petit monde-là va se rencontrer. Tout ce que je peux vous dire, là tout de suite, avant de vous faire le focus et sans vous spoiler, c'est que j'ai rarement lu quelque chose d'aussi original de ma vie. J'ai rarement lu une histoire aussi bien menée, aussi bien nourrie, et vraiment c'est comparable à aucun autre livre. Mais quand je vous dis ça, c'est que je ne connais aucun autre livre qui prend les mêmes thématiques et qui a le même univers. Vraiment. Les personnages sont hyper attachants dans tout ce qu'ils ont de bon et de mauvais. Les rejetons des dieux, moi je les adore, dont le personnage de Minia, vous verrez, c'est une petite fille,
qui est aussi incroyable que cruelle. La problématique de désolation au début, quand on lit le bouquin, on se dit mais c'est quoi ce bordel? Mais c'est quoi cet univers chelou? Je vais pas vous mentir, les deux bouquins, je les ai dévorés. J'étais remplie d'émotions, j'ai ri énormément, j'ai eu peur, j'ai pleuré aussi, ma race. J'ai vraiment un énorme coup de cœur. Énorme. J'ai trop hâte de vous tourner le focus, je sais bien que là je reste très évasive, mais je vous jure, lisez ce bouquin quoi. C'est trop bien. J'ai hyper chaud en fait. C'est sympa cette saison, on a chaud, on a froid, on a froid, on a chaud. Voilà, on va passer en débardeur. Et donc, la prochaine lecture. La prochaine lecture, c'est un des livres les plus bizarres qu'il m'ait été donné de lire. Et attention, qui dit bizarre ne veut pas dire mauvais. Il s'agit de La petite pièce hexagonale de Yoko Ogawa. Et en fait, ce petit livre de 100 pages, je l'ai lu en 1 heure. Et il m'a marqué et j'ai vraiment hâte d'en discuter avec des gens qui l'ont lu aussi pour qu'on puisse échanger. Car ça raconte tout simplement l'histoire d'une jeune femme qui est à la piscine. Elle change dans les vestiaires. Et sans raison, elle va être attirée par une autre des jeunes femmes qui est présente dans les vestiaires. De là, elle se met à la suivre jusqu'à un endroit bizarre. Et dans cet endroit bizarre, elle retrouve donc cette femme qui est assise sur une chaise au milieu de plein d'autres gens qui sont assis sur des chaises, un peu comme une salle d'attente de médecins, et qui attendent leur tour. Et en fait, ils attendent tous de rentrer dans une pièce. Voilà, c'est ça le pitch. Qu'est-ce qui se passe dans cette foutue pièce? Vous avez envie de me crier. Eh bien, justement, à vous de le lire, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une sorte de petite histoire poétique, intrigante. Voilà, tout ce qui est psychanalyse, introspection, imaginaire, bref. C'est un petit bouquin vraiment bizarre que j'ai apprécié, mais qui en même temps m'a déroutée. Donc je sais pas trop quoi en penser, donc s'il vous plaît, s'il y a d'autres gens qui l'ont lu, on peut en parler, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et enfin, le dernier roman de l'été. Je me suis fait plaisir en m'offrant Les Oubliés du dimanche de Valérie Perrin. Et bien encore une fois, pas déçue, lu en 2 jours, fantastiquement écrit, magnifique, bref. C'est l'histoire de Justine qui a 21 ans et qui travaille dans une maison de retraite. Elle ne connaît pas grand chose à son passé car en fait, ses parents sont décédés quand elle était petite, dans une voiture, au sein de laquelle il y avait aussi son oncle et sa tante. Toute la famille est décédée, donc son cousin et elle vont donc être élevés par leurs grands-parents. À défaut de connaître le passé de sa famille et de son histoire, car évidemment les grands-parents, dû à la douleur d'avoir perdu leurs enfants, n'en parlent jamais, elle se passionne pour celle d'Hélène. Hélène, c'est une des résidentes de la maison de retraite. Voilà, elle vit dans son passé et du coup tous les jours elle raconte son passé à Justine. Un passé qui est évidemment fait de plein de drames, de plein de belles choses, sur fond de Seconde Guerre mondiale, et c'était trop beau. Valérie Perrin, de toute façon, c'est trop bien écrit, c'est trop beau, c'est trop humain. C'est le genre de bouquin, j'en ai lu que 2 et je crois qu'elle en a écrit que 2 pour l'instant. Bah, vous savez qu'on gardera toujours dans un petit coin de sa tête. C'est trop bien, vraiment, cette autrice, elle vaut le coup d'être plus connue. Je commence à voir Changer l'eau des fleurs et depuis qu'il est sorti en poche, tout le monde en parle. J'en suis hyper heureuse car vraiment, ce sont de superbes livres. Donc allez-y, donnez-leur des prix, éditez cette jeune femme, quoi qu'elle vous amène, allez-y parce qu'il y a de la qualité, c'est trop beau et c'est trop touchant. Voilà, donc du coup déjà tout ça, c'était les romans. Ça fait déjà pas mal de belles histoires à découvrir. Cependant, j'ai aussi pris plaisir durant l'été à lire quelques BD et à découvrir une nouvelle série de manga